Le second sujet que je voudrais aborder dans cette émission porte sur l'actualité politique française, où des scènes honteuses, abominables, des scènes ubuesques, des retournements politiques éhontés sont en train d'avoir lieu sous nos yeux. Je suis devenu citoyen français en 2002. J'étais arrivé dans ce pays en 2000, venant de Côte d'Ivoire où j'avais vécu 5 ans. Quand j'arrivais dans ce pays, il y avait une doctrine politique tacite qui était partagée par l'essentiel de l'élite politique française. C'est que tout était acceptable en France, sauf l'installation au gouvernement d'un parti au racisme décomplexé. Je recommence. La doctrine non écrite de la République française, où je viens vivre, alors qu'est président un certain monsieur Jacques Chirac, cette doctrine disait que certes, la République française n'est pas parfaite, mais quelle œuvre humaine est parfaite? C'est une république qui porte cet art négrière, qui porte cet art colonial, néocolonial, impérialiste. C'est une république qui a sa dette envers les justes, que parfois elle abandonna. Mais c'est une république qui a été renouvelée par le pacte social de l'après-guerre de 1945, avec le principe de ne laisser personne sur le sol français à l'abandon. Ce principe qui, avec le détachement du général de Gaulle personnellement pour l'argent, a fait la noblesse de sa pratique du pouvoir pour les Français. Rien à voir avec sa pratique hautement criminelle envers les Africains. Il y avait donc, pour ainsi dire, un consensus non écrit, une loi, on va dire, implicite, une loi structurelle, une loi psychique et même spirituelle de l'élite politique française. Ne jamais laisser remonter à la tête de la France un parti politique dont les idées sont des photocopies de celles qui ont permis à Hitler, à Mussolini de gouverner en Allemagne et de gouverner en Italie, les idées nazies et fascistes. Certes, l'essentiel de l'élite politique française n'a pas été libéré du racisme. Mais au moins, une hypocrisie moralement féconde imposait à l'élite de gauche, de droite et du centre de ne pas laisser un parti qui revendique la supériorité raciale de l'homme blanc de manière ouverte, un parti qui revendique la préférence nationale pour le français blanc catholique. Un tel parti, il était écrit dans les esprits qu'il ne faudrait jamais le laisser prendre le pouvoir, car la prise du pouvoir de ce parti serait l'équivalent du retour de Vichy à la direction de la France. C'est ainsi qu'on parlait en 2002, lors de l'élection de 2002, à laquelle je participais pour la première fois comme citoyen français, comme électeur. Chirac, au premier tour, faillit être terrassé par Jean-Marie Le Pen. Mais au second tour, au nom de ce sacro-saint principe, il obtint 82% et terrassa le leader, proto-nazi et fasciste Jean-Marie Le Pen, du parti qui s'appelait alors le Front National, le papa de Marine, la nouvelle comtesse du château de Montretout. C'est ainsi qu'on est allé aux élections de 2007, que Sarkozy remporte face à Jospin et face à Le Pen. C'est ainsi qu'on est allé aux élections de 2012, que Hollande remporte face à Sarkozy et face au Le Pen. C'est ainsi qu'on est allé aux élections de 2017, qu'Emmanuel Macron remporte après avoir failli mordre complètement la poussière au premier tour. Il les remporte au nom de ce report du soi-disant Front républicain contre Marine Le Pen au second tour. C'est ainsi que pour la réélection de 2022, Emmanuel Macron bénéficie d'un report de voix pour empêcher l'ennemi déclaré de la République, l'ennemi déclaré de la 5e République, à savoir
l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Or, qu'est-ce qui vient de se passer? Alors même que Emmanuel Macron et son parti La Renaissance, son alliance ensemble, ont perdu les élections législatives, après avoir perdu les élections européennes, ils se sont permis de choisir comme Premier ministre Michel Barnier, issu de la force qui est arrivée en 4e position lors de l'élection législative du 9 juillet 2024. Donc Macron a constitué un gouvernement des perdants, exactement comme les dictateurs africains nous ont habitués à le faire. Biya truque les élections, ensuite il nomme un gouvernement. Mais en fait, comme il a perdu les élections, son gouvernement est un gouvernement de perdants. Ouattara truque la constitution, truque les élections et nomme le gouvernement. Mais comme en fait il a truqué la constitution et qu'il n'a pas gagné une vraie élection, son gouvernement est un gouvernement de perdants. Tous les dictateurs africains, que ce soit au Togo, que ce soit au Tchad, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, ce sont des gens qui sont à la tête de gouvernements de perdants. Des gens qui n'ont pas gagné à la régulière. Voilà ce que nous avons en France. Ce que j'ai traduit par l'image mathématique, selon laquelle l'image a rejoint l'antécédent. C'est-à-dire que la France-Afrique a été créée par De Gaulle et Foccart. Ils ont créé ce faux système, cette pseudo-démocratie, c'était fait pour les nègres. Mais voilà que la pseudo-démocratie qu'ils avaient faite pour les nègres africains est de retour à Paris. Et ils la pratiquent envers le peuple français, selon le principe du boomerang, que les Bassa Bantous ont nommé du principe de Temb-Nigné, qui signifie rentre chez celui qui a envoyé, retour à l'envoyeur. Nous sommes dans une situation incroyable. La France est gouvernée par un Premier ministre issu d'un parti qui a perdu l'élection législative. Certes, la coalition, le nouveau Front populaire, n'a gagné que par une majorité relative. Mais je vous rappelle que M. Macron et sa coalition ensemble avaient également gagné auparavant par une majorité relative. Le Premier ministre a été désigné sur la proposition de l'ancienne coalition relativement majoritaire de M. Macron. Le nouveau Front populaire sort première force à l'issue des urnes. Emmanuel Macron désigne Premier ministre quelqu'un qui est issu de la 4e force à l'issue des urnes. C'est-à-dire qu'il décrète que le dernier est le premier. Un acte d'une dictatorialité incontestable qui a libéré la parole politique en France. Maintenant, dans toutes les familles politiques, le président Macron est traité de dictateur. Quand c'est nous qui disions cela, on nous menaçait de coups et blessures et on continue. Parce qu'apparemment, un Africain, un Noir français n'a pas le droit de dire la même chose que les autres. Maintenant que c'est tout le monde qui le dit, il n'y a personne d'entre eux qui est au tribunal pour ça. Personne n'est accusé de diffamer M. Macron. Le secrétaire général du Parti communiste, Fabien Roussel, a dit « Emmanuel Macron est le plus grand des voleurs. Et ce n'est surtout pas un gentleman. » Fin de citation. C'est ce qu'il a dit. Et il se promène tranquillement à Paris. Donc nous sommes dans une situation incroyable. C'est que la dictature sous sa forme la plus fantasque, sous sa forme la plus moche, la dictature sous sa forme la plus ridicule, elle est tombée sur les Français. Et là, elle tombe sur les Français à un moment où le pays traverse une crise économique sévère, terrible, avec un déficit de 6%, et où tous les pronostics du pays, dans le conflit et dans le duel, eh bien, avec les pays du bloc de Shanghai, tous les pronostics que les dirigeants, eh bien, du gouvernement Macron ont fait, se sont avérés, ne se sont pas avérés. Ils se sont retournés en leur contraire. Ils ont promis d'effondrer l'économie russe. C'est l'économie française qui s'effondre. Ils ont promis de vider les caisses russes. Ce sont les caisses françaises qui s'effondrent. Ils ont promis de faire... Mais tout ce qu'ils ont promis est arrivé de façon réciproque et inverse. On est donc dans une situation économique terrible. Et les dernières mesures en date consistent à ruiner la classe moyenne, à augmenter les impôts de la classe moyenne, à pomper l'argent de la classe moyenne. Alors que M. Macron, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a eu pour premier réflexe de suspendre l'impôt sur la fortune, de mettre fin à l'impôt pour les plus riches de France. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place un plan pour ramasser les économies de la classe moyenne française.
la faire basculer dans le prolétariat. Et tout cela se fait avec un peuple français qui est dans un état d'amorphisme extraordinaire. J'ai l'impression qu'en France, ici, on leur a injecté la camerouno-léthargie. C'est incroyable ce qui se passe en France. Je vous donne un témoignage. Je vis ici. Les gens dorment debout. Les gens sont emprisonnés dans les problématiques étroites de leur petite vie. Ils ont leur crédit à payer, ils ont leur loyer à payer, ils ont le carburant de la voiture à payer, ils ont les charges des enfants à payer. Les gens sont capturés par les soucis de leur vie quotidienne et ils n'osent pas lever la tête pour regarder le pays qu'on leur vole. Le peuple français a l'échine courbée. Et ça encore, c'est la photocopie de ces pays de la France-Afrique en Afrique qui ont été tellement dominés, lobotomisés, vidés de leur âme par les dictateurs, que les peuples même se mettent maintenant à passer tout leur temps à imaginer le dictateur et à adorer sa photo. Ça ne va pas. La France est en train de péricliter. Et le peuple de France glisse lentement vers l'abîme. Qui pouvait imaginer dans la France des années 60, et même simplement dans la France des années 2000, qu'un président de la République se permettrait de désigner Premier ministre quelqu'un qui n'a pas gagné les élections législatives? Est-ce que c'était possible dans la France qui a fait la révolution de 68? Pour moins que cela, De Gaulle fut traité de dictateur. Et il y a une vidéo, une interview célèbre de lui où il disait « Je vais quand même pas commencer une carrière de dictateur à 70 ans passés ». Aujourd'hui, on a un homme qui n'a pas 50 ans, mais qui soumet les Français à un gouvernement illégitime. Et tu trouves des gens en France, quand tu as des discussions quotidiennes avec des gens, tu trouves des gens pour trouver que c'est pas plus mal, c'est la vie. Le même qui se plaint de l'augmentation de ses impôts, de l'augmentation de l'essence, le même qui se plaint de la fonte comme neige au soleil et comme beurre au soleil de son épargne, le même qui se plaint des difficultés que les étudiants ont, au point que certains sont en train de se prostituer maintenant dans les grandes villes pour poursuivre leurs études. Et on a vu à Bordeaux de longues files d'étudiants affamés, attendant la pitance de l'aide alimentaire. Pendant que les gens voient tout ça, ils essayent de vous expliquer que c'est la vie. La fameuse explication que Fabius a donnée aux Africains, quand on lui a demandé comment il est possible d'armer les groupes terroristes en Libye et ensuite de venir dire qu'on va les combattre au Mali. Il a répondu que c'est la vie. Et c'est ce que les Françaises et les Français répondent à celui qui leur dit « Mais est-ce que vous ne voyez pas que ce pays, moi j'en suis un citoyen adoptif, je suis un natif du Cameroun, mais je n'ai jamais vu la France aussi méprisée, je veux dire le peuple français, par ses dirigeants, depuis le temps que je suis citoyen français. Je suis citoyen français depuis 2002. J'ai quand même eu le temps d'observer. Je n'ai jamais vu ce peuple méprisé de cette façon par un gouvernement. Regardez comment ce peuple a été traité pendant la pandémie. Il a été infantilisé. Bouchez-vous le nez, débouchez-vous le nez. Ne sortez pas de votre maison, courez dans la rue. Allez à gauche, piquez-vous. Piquez-vous 2 fois, piquez-vous 3 fois, piquez-vous 4 fois. Des rituels de soumission incroyables ont été administrés à ce peuple. Et il les a acceptés. Ce qui m'a conforté dans le fait qu'en fait, toutes les pratiques dictatoriales qu'avec la caution de l'élite française, les Africains ont subi, mais les Français sont en train de les subir. Je vous dis que les Français sont dans la situation des Ivoiriens, avec Ouattara, des Camerounais avec Biya, des Congolais avec Sassou. Le peuple français est dans la situation que les Africains connaissent depuis les pseudo-indépendances des années 60. La France est tombée. En bas, on dit, pour la la France est tombée derrière comme les fesses. Voilà la vérité. C'est ce qui se vit ici. Et puis, quand vous leur dites ça, ils vous regardent avec admiration. Je vous dis, hein, mes compatriotes français, avec qui je discute, me regardent avec admiration. Je me suis surpris à les voir m'admirer. Je leur dis, mais pourquoi vous m'admirez? Qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire? Ah ouais, en fait, on est dans la merde. Mais attends, ouh, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Je leur explique que c'est comme cela qu'en Afrique, nous avons été soumis depuis plus de 60 ans. On a été soumis par des mesures absurdes, des décisions méchantes. Et cette méchanceté est devenue habituelle. Bon, les gens se sont réfugiés à un moment donné dans la bière, dans le sexe, dans le football, dans les sectes. Les gens se sont réfugiés dans la sorcellerie, la magie. Ils se sont réfugiés dans les jeux de loterie pour échapper à tout ça. Voilà l'état de l'Afrique dominé. Oui. Et ici en France, je me surprends à regarder mes compatriotes français et à me rendre compte qu'ils sont en train de souffrir de toutes les maladies dictatorologiques que j'ai diagnostiquées dans le peuple africain dominé par des régimes néocolonisés. Toutes les maladies de la néocolonie se développent actuellement en métropole. Je le dis une deuxième fois. Toutes les maladies de la néocolonie se développent actuellement en métropole. Par conséquent, tout ce qui se passe en néocolonie peut arriver ici. Oui! Vous pensez que ça ne peut pas arriver ici? En Allemagne, il y a eu une tentative de coup d'État. En 2021, il y a eu des milliers d'officiers français qui ont signé une lettre de défiance contre le président Macron, ici. Ils l'ont publié dans le journal Marianne, le 21 avril 2021. Lettre de défiance. Ils étaient tellement nombreux que la ministre des Armées, qui s'appelait à l'époque Madame Florence Parly, qui avait promis de les punir, n'a pas osé. Elle n'a pas osé les punir, ils étaient trop nombreux. Donc vous êtes assis là, il peut se passer des choses bizarres ici, comme celles qui se passent en Afrique. Et dans ces conditions, que devient la démocratie? Mais bon, la démocratie, c'est un concept désormais vide. Ici en France, le mot démocratie est synonyme d'escroquerie. Les Français ont voté contre l'adhésion au traité de Maastricht, le traité de l'Union européenne. Ils ont voté contre. L'élite de droite, de gauche a engagé la France contre la volonté du peuple. En 2005, moi j'ai voté contre. Parce qu'on avait un plus grand pouvoir d'achat dans ce pays avec le franc français. Je vous dis, quand il y avait le franc français dans ce pays, on vivait bien. Depuis que l'euro est arrivé, le pouvoir d'achat de toutes les catégories sociales s'est mis à dégringoler. Ça, c'est du vécu. Donc, les Français ont voté contre. Mais l'élite de droite et de gauche a continué à faire adhérer la France à l'Union européenne. Donc, la négation de la volonté du peuple, c'est devenu quelque chose de banal ici. Les Français n'ont pas voté pour les Républicains le 9 juillet 2024. Ils n'ont pas voté pour Michel Barnier. Barnier, vous le voyez là, sa tête est comme celle de Mambé Begré en Côte d'Ivoire ou celle de Dion Gouté au Cameroun. C'est des gens que les Camerounais n'ont pas choisis. Quand vous regardez la tête de Tangandji au Cameroun, c'est comme si vous regardez celle de Retailleau. Ce sont des gens que les Français n'ont pas choisis qui dirigent la France. Et là, l'opposition de gauche, enfin réveillée de son illusion de front républicain, dans laquelle elle s'est trompée elle-même, elle s'est fourvoyée et elle a été noyée par Macron, a lancé une procédure de destitution contre Emmanuel Macron. Vous savez qui a empêché la procédure de destitution? Aujourd'hui même, qui a sauvé la tête de Macron? Marine Le Pen. C'est l'extrême droite qui a sauvé le régime Macron. Un régime qui, par 2 fois, s'est reproduit à la tête de la France au motif qu'il fallait tout faire pour leur confier le pouvoir contre l'extrême droite. Lors de sa première élection, comme lors de sa seconde élection, Emmanuel Macron a utilisé le fameux sacro-saint principe du Front républicain. Et Mélenchon doit s'en mordre les doigts. Tous ceux qui ont cru en ce fameux principe du Front républicain et sont allés voter pour Emmanuel Macron, ils doivent s'en mordre les doigts. L'une des choses pour lesquelles je suis fier, c'est que je n'ai jamais donné une voix à Macron. Je n'ai jamais voté pour lui. Jamais. Parce que j'ai senti, dès sa manière de supplanter François Hollande pour être le candidat, j'ai senti qu'il ne représentait rien d'essentiel dans ce peuple. J'ai senti qu'il était le représentant d'intérêts extérieurs à ce peuple. Ça, je l'ai senti. Même dans ma famille ici,
Parce que moi, c'est pas moi qui impose les choix de mes proches. La dictée, la doctrine du Front républicain, certains de mes proches ont dit non, il faut quand même qu'on aille voter parce qu'on va quand même pas laisser Marine Le Pen arriver au pouvoir. Moi, je suis resté à la maison. J'ai dit, que ce soit Le Pen ou Macron, c'est pareil. C'est le même ostracisme envers le peuple, c'est la même discrimination qui vont s'installer. C'est ce que j'ai dit en 2017. Mes proches là, vous demandez à mon épouse, vous demandez à mes enfants, qui sont pour les 2 aînés, électeurs depuis plusieurs années maintenant, ils vont vous confirmer que je suis resté à la maison ici. J'ai dit, ah, vous êtes libre. Si vous voulez vous protéger de Marine Le Pen, allez-y. Mais moi, je pense que Macron et Marine Le Pen, c'est même pipe, même tabac. Je ne donne ma voix à personne. Je reste chez moi. Je suis resté à la maison. Je n'ai pas eu tort. Aujourd'hui, Macron et Le Pen gouvernent la France. C'est Marine Le Pen qui est la caution de Macron. C'est elle qui vient de sauver le gouvernement Barnier à l'Assemblée nationale. Elle a refusé de voter pour que la motion de censure soit examinée. Elle a sauvé la tête de Macron. Parce que si la motion de censure était examinée, si elle était l'objet d'un vote, mais des députés du Rassemblement national pouvaient en profiter pour désobéir même à Marine Le Pen. Elle a tellement eu peur de ça qu'en tant que présidente du groupe parlementaire du Rassemblement national, elle a bloqué. Elle a bloqué le débat démocratique pour Macron. Parce que Macron et elle se sont déjà partagés le pouvoir politique. Ça ne vous rappelle pas les pratiques sous les tropiques? Je voulais souligner cette honte dans laquelle aujourd'hui la France se baigne. Cette gadoue où ce qu'on nous a présenté comme la diablerie politique absolue, la méchanceté, la perversité, l'idéologie d'extrême droite, elle est devenue le refuge du gouvernement Macron. Mais quelle différence y a-t-il entre Retailleau et Marine Le Pen? Quelle différence y a-t-il entre Macron et Marine Le Pen aujourd'hui, puisque c'est Marine Le Pen qui sauve Macron? En fait, Marine Le Pen, c'est elle qui est en cohabitation, mais cette fois-ci en complicité. C'est même pas une cohabitation, en complicité avec Macron. Alors, le Front républicain, c'était une hypocrisie. La démocratie dont on a rebattu les oreilles aux Africains, dont l'élite politique française a rebattu les oreilles aux Africains, mais c'est une illusion. Et tout cela a crevé comme bulle au soleil. Donc, ne vous laissez plus compter fleurette par ces gens. Ils ne croyaient pas eux-mêmes à la démocratie. Si le président Macron croyait à la démocratie, il ne désignerait pas à la tête du gouvernement quelqu'un qui n'a pas obtenu même au moins une majorité relative au Parlement. S'il croyait à la démocratie, il ne le ferait pas. Si l'élite politique française, de gauche comme de droite, croyait à la démocratie, elle n'aurait pas osé ne pas respecter la volonté du peuple français de refuser, eh bien, le traité de Maastricht, exprimé par le non référendaire de 2005. L'élite politique française, dans son écrasante majorité, ne croit pas en la démocratie. Ce qui la discrédite dans la prétention, en plus, à venir l'enseigner aux Africains. C'est ce que je voulais vous dire. Sinon, la situation est grave. La honte est immense. Et vous avez des gens qui essaient de vous expliquer ça, de vous justifier ça, dans des conversations quotidiennes. Ah non, bon, c'est la réelle politique. Mais pourquoi on n'a pas fait la réelle politique en 2002? Pourquoi on n'a pas laissé Le Pen, Chirac s'affronter sans faire de front républicain pour Chirac? Pourquoi on n'a pas fait cela en 2007? Pourquoi on n'a pas fait ça en 2012? Pourquoi on n'a pas fait ça en 2017? Pourquoi on n'a pas laissé Macron et Le Pen s'affronter? Pourquoi Macron a-t-il fait appel au front républicain? Pourquoi en 2022, il y a fait appel encore? Pourquoi Mélenchon a appelé à ne pas voter pour Le Pen? Si le front républicain, finalement, n'existait pas. Pourquoi mentir au peuple alors que vous ne croyez pas vous-même en cette démocratie? Pourquoi venir torturer les Africains avec vos soi-disant droits de l'homme, votre soi-disant démocratie, alors même que, à l'épreuve des faits, vous ne les respectez pas? Si vous étiez amoureux des droits de l'homme, il n'y aurait pas eu la traite des Noirs. Il n'y aurait pas eu la colonisation. À moins que vous considériez toujours que les Noirs ne sont pas des hommes, que les Arabes ne sont pas des hommes, que les Rouges d'Amérique ne sont pas des hommes.
que les Indiens, les Asiatiques, les Chinois, les jaunes ne sont pas des hommes. Si vous respectiez les droits de l'homme, il n'y aurait pas eu la colonisation. Si vous respectiez les droits de l'homme, il n'y aurait pas eu les guerres néocoloniales et les guerres impérialistes du XXe siècle. Il n'y aurait pas eu le bombardement de la Libye par la coalition de l'OTAN, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Il n'y aurait pas eu la destruction de l'Irak. Il n'y aurait pas eu l'agression contre la Syrie, contre la Serbie, contre la Somalie. Il n'y aurait pas eu les événements d'Afghanistan, les événements du Yémen. Si vous respectiez les droits de l'homme, Israël n'aurait pas massacré pratiquement 50 000 Palestiniens en plein XXIe siècle. N'aurait pas occupé depuis 1967 le pays des gens. Si vous respectiez les droits de l'homme. Si vous respectiez les droits de l'homme. Donc, s'il vous plaît, maintenant, laissez les Africains tranquilles. Avec cette prédication vide de sens. Parce que là, en France, maintenant, ce que nous constatons, c'est que les dernières raisons de considérer que malgré ses défauts en politique internationale, la politique française avait une qualité intérieure. C'est celle, au moins, de faire barrage à l'expression officielle, à l'expression décomplexée des idées les plus sombres, des moments les plus sombres de l'histoire. Même cela a sauté. Le pays est désormais sans frein. La France est sans frein. Tout est possible en France. À partir du moment où Le Pen est la garantie d'un gouvernement en France, il n'y a plus de verrou dans ce pays. Ce pays est sans frein. Alors, ce n'est pas des gens qui sont à la manœuvre dans un pays sans frein qui vont venir donner des leçons de politique internationale aux Africains. Ils osent appeler la République du Mali la junte. Mais qu'est-ce qu'on a à Paris? Qu'est-ce qu'on a à Paris? Il a été élu, M. Barnier. Est-ce qu'il est issu du parti de la coalition majoritaire au Parlement, M. Barnier? Ceux qui appellent le Mali la junte, le Burkina, la junte, la junte, la junte. Le Niger, la junte, la junte. Qu'est-ce qu'on a à Paris? C'est pas le droit du plus fort, mais c'est une politique de junte. Toute dictature est une junte. Et M. Macron, aujourd'hui, est reconnu par toute l'opposition authentique comme un dictateur. Ce sont les mots utilisés à l'Assemblée nationale par la présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise, Mathilde Panot. Ce sont les mots utilisés par le secrétaire général du Parti communiste. Ce sont les mots utilisés par le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Ce sont les mots utilisés par de nombreux citoyens, de nombreuses citoyennes françaises. Et quand c'est nous qui les répétons, c'est un scandale. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont toujours pas libérés de l'illusion qu'ils nous seraient supérieurs. Je ne sais pas de quel point de vue ils nous sont supérieurs. Ceux qui pensent qu'on n'a pas le droit de parler parce qu'on est des Français d'origine africaine. Pour qui se prennent-ils? Ils ne sont que des êtres humains, des mortels comme nous. Ils passeront. Ils passeront tous comme nous passerons. Mais notre dignité ne passera pas par perte et profit. On a le droit de dire, foutez la paix à l'Afrique. Vos contradictions ont éclaté à la face du monde. Foutez la paix aux Africains. Arrêtez de vous tenir devant eux pour tenter de leur donner des leçons de principes politiques. Car vous n'en avez pas. Vous, qui êtes pressés de tenser les Africains. Ah, vous allez voir ce que vous allez souffrir avec les Russes. Vous allez souffrir. C'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Occupez-vous déjà de reprendre la main sur votre gouvernement ici. Laissez les Africains tranquilles. Oui. Et c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire, bon, c'est fini. Le semblant de démocratie qu'il y avait en France. Requiem pour Dame démocratie. Le principe même de la majorité politique. Requiem. La fameuse barrière morale du Front républicain qui servait de léger filet à l'incongruité, à la grossièreté discriminatoire. Terminé. Il n'y a plus rien en France. Ce pays est sans frein. Et là, il se prépare à ruiner la classe moyenne par un taux d'imposition d'une violence inégalée depuis que je vis en France. Et le problème, c'est que tout cela se fait dans une léthargie incroyable du peuple français. Le peuple français, tel que je l'ai connu, mais c'est comme s'il avait été lobotomisé, décérébré, c'est comme s'il avait été mis sous perfusion de somnifères. C'est un peuple somnambule. J'observe un phénomène de somnambulisme citoyen.
Tu as des gens, ils sont là devant toi et puis ils entrent à la maison, ils ouvrent et ils regardent LCI, BFM. Et c'est là qu'ils se font une opinion. Et ils se posent même pas la question, mais à qui ça appartient ce truc-là? À qui appartiennent ces médias? Qu'est-ce qu'ils ont intérêt à vous dire? Les gens qui détiennent ces médias. Posez-vous cette question, diante. Il vaut mieux ne pas regarder la télé si on la regarde naïvement. Regarder naïvement la télé, c'est s'empoisonner. Regarder naïvement la télévision, c'est s'empoisonner mentalement. Mieux vaut ne pas regarder la télé. Moi, je suis devant vous là, je regarde très peu la télé. Très peu. Je choisis les émissions que je regarde. Et quand j'en ai le temps, que je suis dans le salon, dès qu'il y a un individu qui commence à trop déblatérer, je demande qu'on lui retire la parole. Parce que j'espère que vous savez que chez vous, vous avez le droit d'écouter qui vous voulez. Est-ce que vous êtes obligé d'écouter des gens qui disent des âneries à longueur de journée dans votre maison? Est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'individus incongrus qui s'invitent chez nous comme ça? Quand vous ouvrez BFM ou LCI TV ou CNews, ils disent tellement de bêtises. Bon, parfois vous les laissez parler pendant que vous vous occupez à autre chose. Mais leurs paroles bêtes là, ça entre dans votre tête. Ça s'inscrit dans votre inconscient subliminal. C'est très dangereux. Il faut leur couper la parole. Il ne faut regarder ces émissions-là que quand vous avez le temps. C'est-à-dire quand vous êtes capable de réfléchir. Quand vous êtes vraiment vigilant. Là, vous regardez. Mais si vous n'êtes pas en état de vigilance, il ne faut pas les laisser parler dans votre maison. Ce sont de mauvais esprits, c'est des démons. Ils vous ensorcellent. À un moment donné, vous vous surprenez même à vouloir réagir aux bêtises qu'ils disent. Est-ce que vous savez que réagir à leurs bêtises, c'est ce qu'ils veulent? Quelqu'un s'assoit et vous dit, bon, l'Afrique représente à peine 1% du commerce international de la France. Si tu dis c'est faux, en fait, tu perds ton temps. Si tu dis que ça c'est faux, tu perds déjà ton temps. Parce que tu crédibilises son discours. C'est comme s'il avait dit quelque chose. Non, tu dois lui couper tu dois le changer de chaîne. Quelqu'un qui dit des aberrations comme ça, tu changes de chaîne. Sauf si tu as le temps de comprendre pourquoi ils ont intérêt à mentir sur le commerce international entre la France et l'Afrique. Voilà pourquoi je salue les pays du Sahel qui ont compris que, eh bien, il faut protéger leurs opinions d'un certain nombre de mensonges. Il ne faut accepter que des informations qui permettent la réflexion. Il ne faut accepter que des informations qui permettent la réflexion et qui sont le fruit de la réflexion. Bon, moi, je suis en train de tenir une conférence. Je suis en train de vous donner le fruit de mes réflexions. Elles ne sont pas parfaites, mais je réfléchis devant vous. Je dis pourquoi je pense ce que je pense. Et chacun d'entre vous peut, à travers ce que je dis, choisir. Mais eux, ils ne vous laissent pas choisir. Ils mentent dès le départ. Ils mentent tout le temps. Toute l'émission est basée sur un gros mensonge. Et leur mensonge consiste à dire, nous avons raison, le monde entier a tort. Dès qu'ils ouvrent leur télé là, qu'ils commencent leurs émissions, nous avons raison, le monde entier a tort. Les Africains n'ont pas à se plaindre des conséquences de la traite, non. Et la colonisation, non, on ne doit pas en parler. Ils ont tort. On ne doit pas parler du soutien aux organisations terroristes, de leur financement par les rançons. Non, 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 il ne faut pas en parler. Voilà, ils commencent toujours d'abord par évacuer tout ce qui ne les arrange pas. Et ils vous demandent de les écouter. C'est pas possible. Donc, en fait, l'une des choses qu'il faut tirer de tout ça, c'est que vous écoutez ce qui se passe ici en France, ce qui se passe en Europe, mais s'il vous plaît, écoutons-le de manière critique, c'est-à-dire que n'écoutons que quand nous pouvons réfléchir à ce que les gens disent. Ne les écoutons plus passivement. N'ouvrons plus passivement nos téléviseurs sur ces gens-là chez nous. Parce que de toute façon, eux, ils n'ouvrent pas leurs téléviseurs et leurs téléphones, leurs ordinateurs sur nous, chez eux. Vous pensez quand même pas que je suis en direct actuellement dans des millions de familles françaises. Pourtant, beaucoup de Français sont au courant de mes idées. Mais ils préfèrent que ce soit des cellules spécialisées qui s'occupent de moi. Il y a une cellule là qui est chargée d'écouter toutes mes conférences et d'extraire des propos qu'on peut utiliser contre moi. Mais ils ne veulent surtout pas que j'entre dans les foyers. C'est pour ça qu'ils veulent détruire tous mes réseaux sociaux, me chasser des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils ont piraté ma principale chaîne YouTube, Franklin Yamsiwa Cameroun, Afrique des Libertés, le 20 septembre 2024. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Eux, ils ne veulent pas qu'on parle chez eux. Ils veulent nous censurer. Mais ils veulent que nous, on les écoute chez nous.
Donc on a compris qu'il ne faut pas les écouter. Il ne faut les écouter que quand on est capable de réfléchir à ce qu'ils disent, quand on a du temps. Si on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'ils disent, il faut leur fermer la bouche. Il ne faut pas les laisser en flux tendu dans les maisons en train de raconter leur flot de mensonges, de répéter leurs âneries. Et puis ils ont un truc incroyable, ils ont des experts bizarres. Des experts dont la présentation est toujours faite du dernier poste international onusien qu'ils ont occupé. Je vous donne l'exemple du célèbre général Trinquant. Le général Trinquant, chaque fois qu'on le présente, il passe sur LCI, il passe sur CNews, il passe sur BFM TV. On dit ancien commandant des forces françaises à l'ONU. Alors qu'actuellement, le monsieur est à la tête d'une compagnie de mercenaires. Il est commerçant, il est marchand d'armes. C'est son travail actuel. On ne présente pas, ils ne présentent pas leurs experts selon leurs raisons sociales actuelles. Ancien commandant des forces françaises à l'ONU. Qu'est-ce qu'il fait actuellement, monsieur Trinquant? Monsieur Trinquant est un marchand d'armes. Et il s'en cache pas. Sa compagnie est connue. Si vous allez sur LinkedIn, vous regardez, vous voyez la société. C'est un négociant d'armes. Imaginez que sur LCI, quand on interroge le général Trinquant, qu'on écrive sa vraie profession actuelle, parce qu'il a pris sa retraite de l'armée française. Il ne travaille plus pour l'ONU depuis très longtemps. On continue de le présenter ancien ceci de l'ONU. Et les Africains sont assis dans les maisons, ils boivent ça. Ah, c'est l'ancien machin de l'ONU. Pourquoi il est ancien? Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Essaye de savoir. Donc vraiment, je voulais vous dire, nous sommes déçus de ce que la France est devenue. Nous sommes découragés par l'effondrement de ce qui faisait vraiment le dernier reste de sérieux de ce pays. Ce pays est, le peuple de ce pays est actuellement jeté par terre. Et on voit très bien la fameuse loi du boomerang. Parce que ce qui arrive au peuple de ce pays, c'est ce qui est arrivé aux peuples africains depuis 60 ans et plus. Par la faute des élites africaines, des peuples africains insuffisamment mobilisés, conscientisés, bien sûr, et de l'élite corrompue de la 5e République française. C'est ce qui est arrivé à plusieurs pays africains où les gens ont perdu tout espoir. C'est en train d'arriver ici. La fameuse loi d'action-réaction est en train de se vérifier d'une façon mathématique. Le peuple français est en dépression. Dépression totale. Les gens ne savent pas où donner de la tête. Ils commencent à vivre au jour le jour. Ils ont peur de se révolter. Ils ont peur de se mobiliser. Ils ont peur de dire non. Et ils sont impressionnés par ceux qui disent non. Quand vous dites non à quelque chose qui évidemment est scandaleusement faux, ils vous admirent. En France, on n'admirait pas quelqu'un pour ça. L'impertinence du citoyen français est quelque chose de connu. L'esprit voltairien, l'esprit sartrien, l'esprit hugolien, l'esprit de Molière, l'esprit de Racine. Les grands intellectuels français ont toujours été des gens qui, par un certain côté, prônent une certaine marginalité du discours. Des gens qui disent des choses qui n'arrangent pas les puissants. C'est ça l'esprit d'Albert Camus. Mais là, c'est terminé. Quand tu parles comme Albert Camus ou Jean-Paul Sartre parlait, quand tu parles comme parlait Frantz Fanon, quand tu parles comme parlait Victor Hugo, ou que tu parles comme parlait Simone de Beauvoir, ou Simone Veil, on te regarde comme un ovni. On se demande si tu es normal. Aujourd'hui en France, on a presque envie de se demander, y a-t-il encore des philosophes? Il y a beaucoup de profs de philosophie, mais où sont les philosophes? Quand tu parles en philosophe, on te regarde comme si tu avais fait quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, être philosophe en France, c'était quelque chose de banal. L'un des plus beaux textes du philosophe le plus célèbre de la France, René Descartes. C'est la fameuse préface au principe de philosophie, où il dit que c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Et une nation est d'autant plus éclairée qu'on trouve en elle de vrais philosophes. Où est-ce que c'est passé? On persécute les philosophes maintenant en France. On les amène au tribunal parce qu'ils ont critiqué la politique africaine de la France. On les amène au tribunal pour ça. Oh, taisez-vous, vous. Devez vous taire. Ah bon? Mais je suis philosophe, excusez-moi. On est toujours en France? Ah non, 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 non.
Vous n'avez pas le droit. Vous devez vous exprimer d'une manière... Ah bon? Ici? C'est ce que vous demandez à Sartre? C'est ça? Vous auriez pu dire ça? Ah, vous auriez été du temps de Hugo, c'est ce que vous auriez dit? Vous qui êtes tellement fiers de revendiquer ces lumières de la pensée. Comment vous vous sentez si vous êtes maintenant du côté de ceux qui répriment, ceux qui ne répètent pas la vulgate du pouvoir? Et quand tu dis ça à ces gens-là, ils te regardent comme ça. Bon, comme avec ma grande taille, là, je suis souvent un peu grand par rapport à tous ceux à qui je parle. Je suis toujours étonné du nombre de mentons qui me regardent comme si j'étais en train de dire un truc extraordinaire. J'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. J'exerce ma qualité d'intellectuel, ma qualité de philosophe. Mais c'est devenu quelque chose de rare ici. On t'admire pour ça. Et puis, bon, on vient te voir un peu entre deux murs pour te dire bravo, bravo Franklin, bravo. Mais tu sais, moi, je peux pas dire ça, hein, j'ai mes crédits à payer. Mais moi aussi, j'ai des crédits à payer. C'est quoi le problème des gens? Pourquoi ce pays-là a perdu sa colonne vertébrale comme ça? Parce que tu as des crédits à payer, tu ne peux plus dire la vérité. Hein? On peut faire ça et masculer une nation tout entière. Oh, ça fait pitié. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.